Bienvenue dans ce nouvel épisode du CEO Live Talk, l'émission du CEO Club qui parle de sujets et de challenges de dirigeants d'entreprise. Donc ce soir, on va faire un sujet qui obsède tous les dirigeants, qui les empêche de dormir, qui est comment générer plus de leads qualifiés en business to business, en B2B, comment augmenter le nombre de prospects dans son CRM. Alors en 2025, les décideurs sont sursaturés de messages, c'est extrêmement challengeant et difficile de générer des prospects, c'est compliqué d'attirer l'attention et de capter l'attention des dirigeants quand on vend à des entreprises. Donc, quels sont les bons canaux pour les atteindre? Quelles sont les bonnes méthodes? Comment bien prospecter? Comment utiliser son CRM et convertir des leads pour sa prospection? C'est un sujet sur lequel on va appuyer ce soir. Et pour ça, j'ai invité 3 experts et 3 dirigeants qui sont eux-mêmes spécialistes de la génération de leads dans 3 sous-domaines différents. La création de contenu, la prospection en cold calling et commercial et la data et le marketing avec la question payante. Bienvenue dans cette émission. On enchaîne tout de suite avec les invités pour cette émission sur la génération de leads B2B. Avant de plonger dans le vif du sujet, on va d'abord vous présenter. La meilleure façon de se présenter, c'est un peu de vous challenger. Donc, on va commencer avec toi, Ruben. Donc, Ruben, toi qui vis, qui dors sur LinkedIn, Wow. je te propose un petit jeu Ouais. qui est le vrai ou faux, la LinkedIn Edition. Let's go. Alors, tu réponds tac au tac Ok. et tu n'as pas le droit de réfléchir plus de 3 secondes. Ok. Et après, on demandera l'avis de Vanessa, Guillaume sur tes réponses. Ok. Première question. Les posts émotionnels marchent toujours mieux que les posts experts. Oui. Plus tu postes, plus tu gagnes de clients. Non. L'algorithme LinkedIn te pénalise si tu mets un lien externe. Non. Et les dirigeants ne devraient jamais déléguer leur personal branding. Ah oui. Non. Vanessa, Guillaume, avis. Je peux pas contredire l'expert déjà. Ah. C'est l'expert. Et voilà. Et La voilà. fin, c'était génial. Non, par contre, vraie question. On voit quand même beaucoup passer de posts qui ont un peu larmoyant parfois. À quel point c'est judicieux, pas judicieux. Toi, tu dis que ça l'est. Non, on m'a demandé si ça marchait. Ah, si ça marchait, t'as raison. L'émotionnel. Bah, clairement, ça marche mieux. Genre, moi, mon poste numéro 1, il Mais marche mieux que les autres. Oui, mais Après, ma question est qu'est-ce que tu appelles marcher? marcher C'est ça le vrai mieux sujet. Est-ce Alors, que c'est quoi ton c'est... post numéro 1? En gros, j'ai fait un burn-out en 2018. Et genre, je raconte le jour de mon burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis levé jusqu'à je suis rentré chez moi. Je fais 2 millions de vues la première fois. Je fais genre 2 millions de vues la deuxième fois. Je fais 1,2 million genre la troisième fois, tu vois. Genre, et je l'ai posté, je te parle à 1 an de distance entre le premier et le deuxième, 1 mois entre le deuxième et le troisième, tu vois. Et c'est vraiment genre... Et je me rends compte d'un truc, c'est que ça ne m'a jamais généré de lead. Donc si la question est le sujet d'aujourd'hui, Ah oui, Mais c'est oui, la génération de leads, on parle de vues. Pas de... en fait, évidemment. voilà. Et après, tu rentres dans des trucs un peu plus complexes qui font que on t'achète. Vas-y, on peut parler des heures, frère. C'est pas un podcast, mais t'as capté. On achète aussi quelqu'un qu'on aime bien dans le service. C'est beaucoup ça. Dans le logiciel, c'est différent. Mais dans le service, et encore, quoique le logiciel, aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui vont pas acheter certains logiciels parce qu'ils n'aiment pas la gueule de Guillaume Moubèche, par exemple, tu vois. Genre, ils disent, ah ouais, elle aime lisse, mais c'est Guillaume Moubèche, j'aime pas sa vision, j'aime pas sa façon de voir. On regarde un médaille. Ou X, enfin, tu vois, le meilleur modèle Tesla, cours en bourse par rapport à ce que fait Musk, tu vois. Genre, c'est le vrai sujet, il est là. Mais après, là, j'extrapole, etc. Pour nous, on s'en fout. Mais du coup, il y a des gens qui m'ont acheté aussi parce que ils ont acheté Ruben Tayeb, ce qu'il est pas aussi, tu vois, la façon dont il s'exprime, la façon dont... C'est pour ça que je dis, en vrai, ça vient, si tu veux, contribuer à ce petit pourcentage qui permet de faire passer à l'action certaines personnes et donc encaisser du cash. Mais dans les faits, 99% de la raison principale pour laquelle moi j'achète quelque chose, c'est parce que j'ai un ROI, point. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que les gens, Ça remplace pas une bonne offre. ça remplace pas un bon produit bien délivré. Ouais, voilà. Alors maintenant, on va passer à Vanessa. Ouais. Un truc, c'est quand même marrant parce que spontanément, de but en blanc, quand on a dit est-ce que ça marche mieux, Ouais. t'as répondu oui. Ouais. Parce que, et tu t'as vu le premier truc que t'as dit dans qu'est-ce qui fait que ça a le mieux marché, ça a fait le plus de vues. Ouais, c'est ça. Et donc, t'as un espèce de rapport émotionnel au partage de trucs qui fait que même toi, quand tu partages, le premier truc que tu vas regarder, c'est ah ouais, c'est quoi le reach, c'est qui les gens qui ont liké et tout. T'es quand même dans un truc où finalement, tu flattes vachement l'ego de la personne. Audio, qui- vanity métrique. Oui, mais bon, l'ego, il remplit pas le frigo. Donc à un moment, Ouais, Ah, c'est une bonne phrase, ça. c'est... Bah oui, non, Non, mais c'est marrant. mais oui, c'est une C'est- phrase que je dis tout le temps. Tu cherches quoi? De la visibilité Alors ou justement, on des va leads? revenir sur cette question de ego et de frigo. Donc Vanessa, Oui. Vanessa Amsili, donc toi tu es quand même la formatrice de pas mal de commerciaux, tu as formé plus de 400 commerciaux, Ouais. donc à prospecter
Exactement. générer des leads Oui. et à derrière les transformer. Et on va jouer à un petit jeu qui est, selon moi, le pire commercial, c'est celui qui, et je te dirai des phrases et tu me diras si c'est vrai ou pas. Ah ok, allez, c'est parti. Donc selon moi, le pire commercial, c'est celui qui, 1, ne prend pas de notes après un call. Oui, vrai. Ouais. Ah oui, évidemment. Selon moi, le pire commercial, c'est celui qui croit qu'un CRM, c'est juste pour faire plaisir au manager. Ouais. Et le pire commercial, c'est celui qui relance son lead 50 fois de suite. Non. De suite. Attends, on va définir de suite. Mais la relance, elle est hyper importante. 50 Donc non. Ouais. 50 fois, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est des... Ça peut un peu partir en harcèlement, l'histoire. Ok. Mais non, ouais, non. Si toi aussi tu es un dirigeant et que tu souhaites du coup en savoir plus sur le CEO Club, la meilleure façon de te renseigner, c'est de venir nous rencontrer. On organise régulièrement des événements spécialisés pour les dirigeants et des thématiques aussi intéressantes que la génération de leads B2B. Et tous ces événements sont sur notre site internet ceoclub.pro. Tu as l'adresse dans la description de la vidéo. Donc tu peux aller sur le site, voir les événements, t'inscrire pour venir nous rencontrer d'autres dirigeants et venir parler aux membres du CEO Club et voir du coup si ça t'intéresse en physique sur place. À très bientôt, peut-être à un événement et on retourne dans la discussion sur la génération de leads B2B. Alors, Guillaume et Ruben sur la relance des leads, vous en pensez quoi? Je pense. Et vous connaissez Keller Williams, la boîte Oui, d'immobilier oui, dans le bien sûr. sud? Ouais. Ok. C'est une boîte qui a créé le modèle aux États-Unis des mandataires immobiliers. Et donc là, ils sont implantés en France, mais grave tard après, tu vois. Et ils sont implémentés là, il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, un jour, moi, j'ai appelé. Donc, j'envoyais des mails en disant je fais de la formation LinkedIn. Le mec m'avait rappelé. J'ai fait le premier mail, il est parti en septembre 2022. La formation, elle a eu lieu en septembre 2023. Ok. Mais bon, en novembre 2023. Mais la vente, elle s'est faite en septembre 2023. J'ai dû le relancer, je pense, une fois par semaine. Et alors, oui, ça a converti. Donc 52 fois, puisqu'on a 52 semaines. Moi, j'achète. Mais en vrai, t'achètes. Mais moi, ce que j'ai vendu, si je mets bout à bout le temps que j'ai passé à le rencontrer, ma formation, je l'ai vendue en fait 12,50 €. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si j'avais mis genre les 50 heures, enfin tu vois. J'ai lu il y a pas longtemps une étude d'ailleurs de Wallaxy, donc, qui est un SaaS de génération lead, et qui montrait en fait le nombre de relances, le nombre de messages dans les séquences. Ah ouais, l'enfer. Peut-être que Guillaume du coup il est plus expert que moi là-dedans, mais est-ce que ça corrobore un petit peu la data? C'est que en fait au-delà du deuxième, troisième message, ton taux de réponse il baisse drastiquement en fait. C'est-à-dire que le gars, s'il n'a pas répondu au deuxième, troisième, a priori. Guillaume n'est pas d'accord. Alors, moi non plus, je suis pas d'accord parce que moi, j'ai une stat, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je dis aux commerciaux, tu considères qu'un lead est définitivement mort après le 10e point de contact. Ok. Le touch point, ouais. Entre 8 et 12. Entre 8 et 12. Qui peuvent être des touchpoints différents. Et qui peuvent être des touchpoints différents. Oui, touchpoints sur différents canaux. Ça peut être un call, ça peut être un message LinkedIn, ça peut être un commentaire, ça peut être un mail, une visite en porte-à-porte, peu importe. Mais il faut que tu l'aies contacté au moins 8 fois minimum jusqu'à 12 pour dire, OK, lui, allez, c'est bon. Il est mort. On parle de lead chaud ou lead froid? Ou lead tiède? C'est jamais mort, un lead. Hein. C'est jamais mort. Jamais mort un lead. Justement, on va en parler avec toi, Guillaume. Nous lead. Donc Guillaume, toi, tu es le CEO de Ouais. Lead, donc une entreprise SaaS dans la génération de lead, à la fois sur la France et les US. Ouais, plutôt une boîte de perf. Boîte de perf. Mm. Tu vends de la perf. Donc on va jouer à The Growth Game. Yes. C'est Endgame. Vrai ou faux selon toi? Est-ce qu'en B2B, le volume de lead compte plus que la qualité? Ah non. La data dit toujours la vérité. Non. Faux. Et est-ce que l'IA va remplacer les SDR? Pour ceux qui ne savent pas, les SDR, ce sont les démarcheurs. Je dirais plutôt oui. Plutôt oui. Vanessa et Ruben, pour vous, l'IA, est-ce que ça va remplacer tout ce qui est la prospection? Non, je pense pas. Ah ouais? Non, je pense pas. Moi, je pense que ça va remplacer. En vrai. Ah, les gars, si ça remplace les prospections, j'ai plus de boulot, donc. Non, ça c'est un autre sujet. Sans mettre des yeux. On entend des IA. Non, je pense pas. Guillaume a commencé à te remplacer il y a 10 ans. Non, je pense que on a toujours besoin d'avoir ce contact humain. C'est quand même un métier où la vente, au sens large, c'est deux humains qui se rencontrent. Donc, si je suis pas sûre, moi, d'avoir envie d'être prospecté par une IA. Est-ce que tu le sauras? Aujourd'hui, il y en a déjà qui nous prospectent et je le vois, je le sens. Alors, bien sûr, ça va évoluer et ça va être de mieux en mieux. Mais je suis pas sûre que les boîtes aient envie de mettre ça en place. À demander à Guillaume, c'est Non, en fait, je pense que SDR, ça dépend ce que tu lui mets exactement comme. Non, mais ça dépend ce que tu lui mets comme rôle. Si le but, c'est c'est booker un meeting, c'est ça l'objectif du SDR et que ça s'arrête là et qu'ensuite, tu as un account exécutif qui fait la vente. Bah, pour moi, ça, en gros, cette partie-là du métier, elle va quand même être. Alors, peut-être pas à 100% demain matin, mais Un coup déjà. tendanciellement, elle va être quand même massivement remplacée par
par de l'IA. Après, ça va pas se faire en un jour et en un claquement de doigts, mais je pense qu'il y a quand même une partie qui va être quand même vraiment prise là-dessus. Par contre, je pense que ça va rajouter une partie émotionnelle dans la vente, parce que les équipes exécutives vont être plus full cycle, en fait. Ils vont devoir vraiment récupérer un meeting et à partir de là, en transformer une opportunité. Ça, je pense que pour le coup, avant que l'IA fasse la vente, ça, je pense que ça sera un sujet. En revanche, la partie amont, Ouais, je suis d'accord. déclencher l'opportunité, ça, je pense qu'il y a quand même plein de choses qui sont en train d'arriver là, qui vont quand même bousculer fortement le métier. Tu mets le doigt sur le full cycle. Je pense que même tous les métiers du service, t'as tendance à, genre, avec l'IA, à diminuer la difficulté d'apprentissage de certains éléments importants de compétences que tu peux avoir, que ce soit d'ailleurs la vente, etc. Moi, je le vois beaucoup dans les agences. Là où avant, ils ont pris genre un peu théorie start-up, en mode, tu sais, on a les SDR d'un côté, les accounts exécutifs, les gens qui vont gérer derrière, tu sais. Je te prends Eskimos par exemple, ils ont remplacé tous leurs consultants. Le consultant, il fait tout maintenant. Et ils ont mis tous les outils dans la main du consultant. Et en vrai, quand je te dis fait tout, il fait full cycle. Il arrive entre le lead qui tombe, voire même il va aller chercher des leads, jusqu'à il délivre genre le reporting mensuel de ce qu'il a fait en SEO pour le client, tu vois. Et il fait tout. Mais ça marche archi bien. Ça marche. Que c'est un modèle qui est beaucoup plus valable que de segmenter tous les métiers, je trouve. Donc maintenant, on va passer à partie un peu plus approfondie sur la génération de leads. Donc la première partie dont on va parler, c'est quels canaux utiliser, où est-ce qu'on trouve ces fameux leads et quels canaux on doit prospecter pour remplir son CRM avec un pipe de vente bien fourni. Donc du coup, je t'ai invité Ruben aussi aujourd'hui parce que tu as un peu une première réponse à cette question, parce qu'un des premiers maillons de la chaîne, c'est aussi la visibilité qu'ont tous les dirigeants, notamment business to business, notamment sur LinkedIn. Toi, Ruben, tu es reconnu aujourd'hui comme le mec qui a, entre guillemets, craqué LinkedIn. Plus de 100 millions d'impressions, 450 clients. Et ton parcours, c'est quand même pas un fleuve tranquille. À 24 ans, tu es passé de 700 000 euros à zéro d'un coup. Ça t'a quand même mis un gros frein. Ce qui t'a fait comprendre du coup les enjeux de la vie entrepreneuriale. Tu es arrivé chez The Family et tu as commencé à faire le ménage chez The Family. Et tu t'es bien renseigné sur cet écosystème entrepreneurial, tu as pris des bons repères, tu as contacté les bonnes personnes. Et ça t'a donné toute cette espèce d'image mentale sur le monde entrepreneurial et le monde de la tech et la lead generation. Et aujourd'hui, du coup, tu es un peu le référent, on appelle ça le boss de LinkedIn, et tu as formé énormément de gens à devenir des as de la génération de leads sur LinkedIn. Ma question que je vais avoir pour toi aujourd'hui, c'est à quel moment tu t'es dit, ok, là, c'est bon, je tiens mon truc. En LinkedIn ? Ouais. En vrai, je sais la vérité. Je crois janvier 2024. Après 6 ans et demi, tu vois, à chercher des trucs, en fait, j'avais janvier, parce que faut du temps pour juste savoir ce que toi t'as envie de faire, etc. Tu vois. Et moi, j'explorais quand même un modèle où j'avais testé plein de différents services. Tu vois, j'ai fait de la formation. J'ai recruté jusqu'à 18 personnes. Donc, j'avais une agence de prospection. Je faisais du conseil un peu genre 360 degrés, etc. J'ai testé, tu vois, différents modèles avec salariés, sans salariés, solo, sur les aides de l'État, notamment OPCO, avec des certifications, sans certification. J'ai testé aussi l'influence. À un moment, je suis parti en couille. À un moment, je voyais plus ma femme, mes gosses, c'était fini. Genre, à un moment, je sortais en soirée, tu vois. C'était ça mon taf. J'étais payé pour sortir en soirée. Voilà, j'ai voulu créer un énorme événement, pareil, on a quand même rempli la cigale, c'est cool, tu vois, c'est cool, c'est une belle perf. Jusqu'à un moment donné, je me rends compte que j'avais rien construit, rien investi, rien, et je savais pas ce que je voulais faire, et moi je me suis dit, vas-y, j'ai envie de vieillir avec ma femme et mes gosses, et en fait, LinkedIn c'est cool, mais c'est du pro, tu vois, point, et ça doit venir servir ma vie perso. J'ai envie d'être solo, mais vraiment solitaire dans le taf de genre de 9h à 18h. Je veux pas bosser plus que ça. Je veux pas bosser plus que 6 heures par jour. Je veux réussir à partir en vacances au moins une fois par semaine. Une fois par semaine. Oui, Let's go. Une semaine par semaine. Au moins, ça le mérite d'être clair. Une semaine par mois. Je veux pas taffer le mois d'août. Genre, tu sais, je me suis mis à plat. J'ai dit, ok, je veux cette life là. Bon, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme asset, comme actif? J'avais mon compte LinkedIn, 100 000 abonnés. Pourquoi les gens font appel à moi et me contactent tous les jours, etc. C'est toujours le sujet LinkedIn. Donc, je suis le LinkedIn guy. Vas-y, au lieu de fuir ça, je vais aller là-dessus. C'est quoi la cible qui est la plus rentable dans le sens où je peux délivrer la plus grande valeur? Je peux lui prendre maximum d'argent avec le parcours de décision le plus rapide. Et du coup, le programme est né de ça. Et je me suis dit, en fait, c'est simple.
Et les gens veulent percer sur LinkedIn. Le problème, c'est que c'est tellement singulier. Tu vois, tu fais pas péter quelqu'un qui a une petite boîte de 2 personnes dans le fin fond du Finistère, etc., qu'un mec qui est à Paris, qui est tout seul, qu'un mec qui est dans le 16, qu'un mec qui est... Enfin, tu vois, j'ai fait péter des mecs qui sont en industrie, quoi. Et voilà. Donc, à ce moment-là, je savais que j'avais touché un truc parce que je crois le premier mois, j'avais fait un truc du genre 30 000 euros. C'était full bénéf, full cash. Et le truc allait tenir 6 mois. Donc, en fait, en un mois, j'avais fait 180 000 balles, tu vois, en gros. Et ça, je savais. Fin de première année, j'avais dû faire 400. Et là, fin de cette année, je suis à plus d'1 million. Donc, je suis tout seul, j'ai pas de coûts, etc. Bah voilà, bah, vas-y. Qu'est-ce que LinkedIn t'a appris sur les gens que tu savais pas avant? Ouah, c'est trop intéressant. En vrai, quand il y a une relation d'argent entre 2 personnes, il y a une relation d'argent entre 2 personnes. Il peut pas y avoir de place pour autre chose. C'est-à-dire que le seul intérêt entre les 2 personnes, c'est que l'un ait un ROI, notamment un client, etc. Et que cette relation d'argent, tant qu'elle n'est pas terminée, et que vous n'avez pas forcément le même objectif, parce que ça peut être différent si tu as un associé. Pour le coup, si tu vois, vous êtes dans la même direction. Mais quand tu as un client, c'est ton client, en gros. Quand tu as un prestat, c'est ton prestat. Tu peux pas devenir ami avec. Moi, j'ai compris ça. Parce que si j'imagine en fait quand les gens... Moi, j'accompagne des gens pendant 6 mois. On tapait dans la vie des gens... même carrément. Tu vois. Même le vrai sujet, c'est que je suis un outil pour eux, pour servir le goal ultime de leur life. Genre, je vais ouvrir un refuge pour animaux, etc. Tu peux pas juger une personne en 1 heure. Mais c'est impossible. Je pensais que c'était facile de juger les gens, etc. Tu connais absolument pas leur motivation profonde. Donc ça m'a beaucoup appris ça. Sur l'humain, genre, c'est vraiment passer du temps avec des gens. LinkedIn, c'est du bullshit au plus haut point. C'est-à-dire, au-delà de les gens racontent des conneries, c'est juste une expression digitale du monde du travail. Et c'est OK, c'est le jeu. Le jeu, c'est qu'il y a des gens qui viennent, il faut qu'ils fassent du chiffre d'affaires, et d'autres personnes, il faut qu'ils fassent du chiffre d'affaires, et ils échangent, et point, tu vois. Genre, et c'est OK, tu vois. C'est les règles du jeu. Les gens qui sont pareils en business, putain, j'ai appris tellement de trucs sur le business, en vrai. Et en fait, j'ai accepté le côté, tu vois, un peu quand on dit, ouais, il y a des requins, j'ai pas envie de faire du business, mais en fait, c'est des règles du jeu, il y a pas que ça. Il y a aussi une immensité de gens bien. Que les gens pensent toujours côté négatif. Ça aussi, je l'ai vu sur les recouvrements. C'est-à-dire que les gens te disent, ouais, moi j'ai un décalage de paiement de 3 mois. Tu commences à bosser avec moi, tu payes à la fin de la prestation. Tout le monde m'a dit, mais c'est mort, mec, personne te paiera. J'ai 1 personne sur 10 qui me paye pas. La quasi-totalité des gens payent, en fait. Genre, ils sont grave honnêtes, tu vois, avec ça. Et d'ailleurs, si tu devais recommencer un peu de zéro ton parcours et qu'il n'y avait pas LinkedIn, est-ce que tu referais LinkedIn ou tu miserais sur quelque chose d'autre? J'ai pas de regrets. Je miserais pas forcément sur quelque chose d'autre. Non, je pense que je partirai jamais de chez Doolid. Et Guillaume, tu savais que j'avais bossé chez Doolid ou pas? Non. Le mec, c'est incroyable, genre. Tu sais, quand il m'a dit c'est Guillaume, sa boîte, elle s'appelle Doolid, j'étais en mode genre. Mais attends, Guillaume de Doolid, en 2015. On était à côté de chez BNP. Chris, il était directeur commercial. Il recrutait des stagiaires. Ouais, tout à fait, je vois très bien. De chez l'ESP, de l'école supérieure de publicité. Ouais. Et on était commercial. On triait de la data. C'est énorme. Et on appelait des Génial. gens. Et ce qui est hyper drôle, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder les vidéos de Oussama Hamar, tu vois. Et un jour, je suis rentré dans ton bureau et j'ai dit, ouais, bonjour. Genre, je crois Arthur, il était pas là. Et Arthur Saint-Père, je me rappelle toujours. Ouais, bien sûr. Et moi, j'arrivais, j'étais stagiaire, tu vois. Genre, en vrai, on était stagiaire. Team de folie, c'était cool. Première start-up, en vrai, start-up à l'époque, on est en 2015, hein, c'était il y a 10 ans. C'est délire. Et je rentre dans son bureau. Et tu sais, je me suis dit, ah, vas-y, c'est le boss d'une start-up, grave. Genre, en mode, je suis un ouf. Chris était pas là, je crois que c'était tôt le matin, une connerie comme ça, tu vois. Je suis en mode, genre, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je dis, ouais, bonjour, je peux vous parler? Et tu m'as accueilli, genre, tellement gentiment. Et je lui dis, ouais, voilà, je regarde les vidéos. Il s'en souvient, ah, c'est archi. Non. Qui se donnait un rat. J'ai dit, ouais, Guillaume, je regarde les vidéos de The Family. Il m'a regardé en mode, genre, vas-y, frère, vas-y, abrège. C'est pas bon sujet. Et je lui dis, ouais, est-ce que t'as un conseil? J'aimerais, moi aussi, monter une start-up. Il m'a dit, deviens développeur. Franchement, tu veux faire, deviens développeur. Et je suis parti. Je me dis, ouais. Je suis jamais devenu développeur. Je crois que t'as bien fait. C'est Non. Ah, c'est grave drôle. T'avais tellement pas de cheveux blancs, mec.
Donc quoi, les grands esprits se rencontrent. Bah voilà. Alors, on va finir par un petit, sur les canaux, on va finir par un petit vrai ou faux. Et là, je vais demander à chacun de répondre à la suite. Puis on va débattre un peu sur ces différents canaux. Quel est le meilleur canal pour générer des leads en B2B? Alors, vrai ou faux, LinkedIn reste le canal numéro 1 pour toucher les décideurs. Faux. Faux. Alors, faux, pourquoi faux? Par d'autres canaux. C'est pas le canal. C'est un canal. Un canal. Je pense. Puis B2B, encore une fois, enfin là, de toute façon, on amalgame plein de choses. Bah ouais. Il y a, Oui. il y a- Taille de boîte et tout. Exactement. C'est qui ton ICP en fonction de qui tu Ouf. cibles, du coup, tu vas pas forcément faire du LinkedIn. Déjà, t'as 20%, enfin, le secteur du service est donc inscrit sur LinkedIn. C'est 80% des métiers, c'est inscrit sur LinkedIn. C'est-à-dire 80%. C'est-à-dire t'as 20% des gens des usines, des gens de la distribution, etc. Tu vas trouver le boulanger sur LinkedIn. Et c'est souvent, moi, mes clients, ils me disent ça. Ils me disent, ouais, mais ma cible, elle est sur LinkedIn. Ouais, mais frère, en fait, tout le monde. Voilà, ok, cool. C'est comme Facebook. Tout le monde est inscrit. Ça veut pas dire qu'ils ouvrent au quotidien. Il y en a, ils ont pas l'app. Et quand bien même, c'est la considération que j'ai à ton égard par rapport au canal que j'utilise sur lequel je reçois le message. Ah oui. Si je reçois un message Telegram pour que le mec il me démarche, je vais me dire chelou. Encore plus chelou, Snapchat, tu vois. Je vais être en mode genre, mais pourquoi il me démarche? Donc c'est ça aussi le sujet, tu vois. Il y a des gens qui considèrent LinkedIn comme Snapchat. Alors, du coup, à propos de canaux, vrai ou faux, les salons pro, c'est fini. Faux. Oh, il y a tellement d'oseilles qui sont faits sur les salons. Bien sûr. Tellement d'émotionnel dans la vente. Waouh! Puis c'est un des rares canaux où tu peux parler vraiment à la personne. Ouais. C'est hyper important. C'est génial, je trouve. Les endroits physiques. Ouais. Ah oui, bien sûr. Il y en a plus. Bah oui. Ouais. Ah, il y en a plein. Ouais. Faut juste les trouver. C'est marrant, j'ai notre GM aux US qui m'a partagé la stat. Les clients qu'on a été voir sur toute l'année 2025, du coup aux US, on a 3 ou 4 fois plus d'upsell cette année sur cette population-là versus la population qu'on n'a pas vue. 100%. Ah ouais. C'est énorme. Et du coup, tu te dis que tu as un moment. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, tu poses plein de sujets. Donc là, c'est sur de la croissance de business avec des clients existants. Mais je pense que c'est la même démarche sur le newbies. C'est que, en fait, tu poses des sujets concrets. Et en fait, quand tout le monde se met autour de la table et essaie de trouver des solutions, bah, en fait, tu as plus de chances que le truc se développe que si les gens, tu fais juste une visio de 30 minutes une fois tous les mois ou tous les trimestres et je sais pas quoi. Et ça avance pas Alors, pareil. dernière question. Le cold email ne marche plus. Vrai ou faux? Ça marche toujours quand il est intégré dans une séquence intelligente. Bien sûr. Si c'est juste envoyer, balancer 500 mails pour dire c'est bon, j'ai fait le taf, ça marche pas. Si tu l'inclus dans une vraie séquence avec une vraie réflexion derrière de stratégie d'acquisition, bah oui, bien sûr que ça marche. Après, c'est toujours pareil. C'est l'IA. C'est-à-dire que l'IA sur LinkedIn, je rappelle qu'avant l'IA, c'était de la merde des posts. Hein. Les gens, franchement, c'était vraiment de la merde. Le niveau, il est monté et le standard est devenu une merde. C'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tout le monde monte, en fait, c'est un peu comme l'ascenseur. Si genre, toi, tu vas aller au 10e étage, on rentre à 2 dans l'ascenseur, il peut y avoir que 2 places, tu vois. Tu vas au 10e étage. Dès lors que tu rentres à 10 000 dans l'ascenseur, il reste au 0. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, l'escalier devient intéressant. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, ouais, le cold email, c'est devenu super dur parce que tout le monde l'en fait et tout le monde peut en faire. Mais je trouve que ceux qui se démarquent de ça, qui utilisent, alors l'IA ou pas d'ailleurs, sur des modèles hyper larges, ou au contraire, le mec qui n'utilise pas d'IA, ça fait des perfs de fou. Moi, tu regardes les 4 dernières photos que j'ai mis sur LinkedIn où je mets mon nez comme c'est tout, c'est n'importe quoi, non? Ouais, on a vu. Ouais. Ouais, 70 000 euros de signé en 3 jours. Enfin, tu vois, j'ai fait plus de cash en 3 jours avec des photos C'est débiles. parti pour les Mais- photos. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et encore, je parle beaucoup de cash parce que c'est mon métier de générer, mais ma cible, elle est indépendante, tu vois. C'est-à-dire, dans le cadre où c'est des sociétés, c'est des montants plus importants, des négociations beaucoup plus longues, en fait, ces gens-là qui ont plus le temps utilisent le cold email, par exemple, beaucoup d'automatisation. Mais ils oublient qu'un beau cold email, c'est avant tout une ultra bonne personnalisation avec un peu de chance de money time, tu vois. Et je pense que c'est toujours pareil. Ils Et sont le jour où il y en aura une fait ultra personnalisation, bah, tu vois, là où tout le monde pourra ultra personnaliser, qu'est-ce qui va faire la différence dans le cold email? Mais ce sera jamais mort. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc on a parlé des canaux, maintenant on va parler de comment prospecter efficacement, donc comment mettre de l'intensité et de l'énergie. Donc on va focus sur toi, Vanessa. Donc Vanessa, toi tu es vraiment l'énergie commerciale incarnée. Ton parcours c'est assez impressionnant, tu es vraiment une masterclass en vente B2B, de la prospection, Groupon, 8 millions d'euros en 8 ans, 400 commerciaux formés, LVMH, Pulp, et aujourd'hui tu aides des boîtes comme Lucas, Playplug ou Nespresso pour la formation et la prospection. Alors j'ai une petite question pour toi. C'est quoi la plus grande illusion qu'ont les dirigeants sur je sais vendre? C'est quoi la plus grosse blague qui se raconte?
Je vais pas me faire des copains là. En fait, Vas-y, rentre-leur dedans. elle est terrible cette question. C'est horrible, on est d'accord, non? Alors, vas-y. Ok, filez-moi un couteau, c'est parti. Non, en fait, la plus grande illusion, c'est qu'ils pensent maîtriser la vente alors qu'ils ne la maîtrisent pas du tout. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils ne savent pas vendre et donc c'est très compliqué pour eux. Elle est là l'illusion de penser qu'ils savent vendre parce que ils ont une vision, parce qu'ils ont une offre claire, parce qu'ils y mettent toute l'énergie, sauf que il y a zéro méthode et il y a zéro structure. Donc, s'il y a un problème, il est là. De penser qu'on sait vendre sans méthode derrière. Alors justement, la deuxième question, c'est quand tu formes des équipes, Mhm. c'est quoi le premier réflexe que tu vas absolument casser chez un commercial? Qu'ils ont tous. Le mauvais réflexe, c'est quand ils sont dans leur routine et qu'ils pensent que c'est la bonne. Ça, c'est terrible. Je leur dis tout le temps, si tu veux avoir des résultats exceptionnels, des résultats que tu n'as jamais eus, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Moi, c'est une phrase dans ma vie, elle m'a fait faire des trucs assez incroyables. Et c'est la réalité. Si tu t'enfermes dans ta routine de commercial, si tu fais toujours la même chose, à quel moment tu vas aller chercher la surperformance? Et donc, c'est ça que j'essaye de leur transmettre. Arrêtez de penser que ce que vous faites, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Attends, je fais 20 calls. Ok, super. On va aller en chercher 30 et on va mieux les qualifier et on va être encore plus efficace. Donc, ouais, c'est ça. Toi qui as vu un peu la partie luxe Mhm. du secteur, c'est quoi les secrets du luxe que tu pourrais donner à des dirigeants dans le B2B qui voudraient du coup générer plus de leads? Ne pas sous-estimer le client et ne pas avoir d'a priori. Dans le luxe, la difficulté, elle est là. C'est de voir rentrer quelqu'un, de voir arriver quelqu'un pour un produit qui a un coût qui est extrêmement élevé et se dire jamais il achète lui. Et ça, on leur apprend tout de suite à ne pas avoir d'a priori. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est un petit peu pareil, c'est de se dire mon offre, je peux pas penser que c'est pas pour la personne que je vais contacter. Si je pars avec cet a priori-là, c'est foutu. Donc, ne pas sous-estimer le client, se mettre à sa place aussi, prendre ses vrais enjeux et les mettre au cœur de son business. Ça serait déjà pas mal. Et est-ce qu'il y a un moment dans les formations que tu as fait ou dans les interventions, dans le conseil que tu as fait, où tu as complètement changé la manière de générer des leads pour une entreprise? Alors, pas complètement changé, mais je suis venue rajouter des briques à ce qu'ils faisaient déjà. Si j'ai un exemple à te donner, je vais avoir des entreprises où les commerciaux me disent écoute, nous, on envoie 150 mails par jour quand même. Ok, cool. Là, tu es juste en train de me dire je me planque derrière des KPIs et je suis tranquille, mon manager vient pas me faire chier. Donc non, parce qu'en fait, j'ai fait mes quotas. Mais la vraie question, c'est mais est-ce que ça fonctionne? La réponse est non, évidemment. Et donc, je viens rajouter une brique sur du call, une brique sur de la création de contenu sur LinkedIn, peu importe. Du porte-à-porte si c'est possible dans certains secteurs, dans certaines industries, c'est encore possible. Donc, je pousse les commerciaux à aller sur le terrain. Donc, j'ai pas tout changé, mais je suis juste venue modifier certaines choses et rajouter des canaux qui me semblaient pertinents. Par exemple, des exemples de canaux que tu as rajoutés qui n'utilisaient pas ou qui sont sous-cotés Le porte-à-porte. Moi, j'en ai fait énormément. Ça se fait. À l'époque. À l'époque. Allez hop. Jadis. Bien sûr que ça se fait. Quand tu vends des copieurs, ça se fait. Alors là, vous allez me dire, mais elle parle de quelle époque, la dame? Mais oui, mais quoi, ça se fait encore. Mais oui, mais ça se fait encore. J'ai été former une boîte qui vend encore du copieur. Ces gens existent, hein. On en a encore besoin. Eh ben, allez taper aux portes. Parce que c'est le meilleur moyen de vous rendre compte s'il y a déjà des copieurs qui sont installés. Donc, il y a encore des boîtes où tu peux aller faire du porte-à-porte. Quand tu vends, alors je vais parler de choses un peu plus modernes, quand tu vends du SaaS pour des restaurateurs, ta cible, elle est dans la rue. Donc, qu'est-ce que tu fous au bureau? Putain, elle te répond tellement pas au téléphone. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fous au bureau? T'as rien à foutre au bureau. Ils répondent pas au téléphone, ils sont pas sur LinkedIn, ils regardent pas leurs mails. C'est pas des gens qui sont digitalisés. Donc, va les voir. Donc, tu vois, par exemple, ça, c'est typiquement le genre de trucs que je peux proposer. Les ventes à des boîtes de BLB ou des choses comme ça. Par exemple. Petit jeu pour toi, Vanessa. Comme tu es extrêmement fort dans la prospection, on va tester tes capacités de pitch. Oui. Et même tous les deux d'ailleurs aussi. Je vais vous donner chacun un challenge. Grosse merde. Je vais vous donner chacun. On va commencer par Vanessa. On t'a pas dit, mais c'est. C'est bon, Ruben. Le sujet LinkedIn est clos. On va commencer par Vanessa et puis après on passera sur Ruben et après sur Guillaume. Alors, vous allez voir, vous avez des pitchs qui sont sympas à faire. Alors Vanessa, tu vas devoir me pitcher en 30 secondes une offre ou un produit B2B.
il va falloir que tu vendes du cold calling à Ferrari. Comment tu pitcherais Ferrari pour leur faire du cold calling? Je dois pitcher, Tu dois je expliquer dois à Ferrari. expliquer à Ferrari pourquoi leur- c'est important de faire du cold calling. Exactement. Ok. Comment est-ce que vous contactez vos cibles aujourd'hui? On les contacte pas. C'est-à-dire, Elles viennent nous voir d'accord, pour acheter des belles Ferrari. j'entends. Néanmoins, vous vous privez certainement d'une partie d'un business qui, pour X ou Y raison, ne vont pas se déplacer directement en magasin, enfin en concession, pardon. À part les Ouzbeks, on n'a pas trop de mal à remplir les carnets de commandes de Ferrari. Ok, vous avez rempli. Vous êtes à combien de votre objectif aujourd'hui sur la vente de vos voitures? Alors c'est compliqué parce qu'avec la crise en ce moment, l'incertitude commerciale, on est à 87%. 87%. Ok, ce qui est déjà très bien. Comment est-ce que vous allez chercher les 13% qui restent pour atteindre l'objectif? On a embauché un cabinet de conseil. Ça nous a coûté très cher. Pour quel résultat? On ne sait pas encore, on attend les résultats. Ok. Vous avez des vendeurs aujourd'hui chez Ferrari. Ah non, justement Ferrari, on n'a pas de vendeurs. On a des consultants. Que font ces consultants quand il n'y a personne en boutique, en concession? Quand il n'y a personne en boutique, ils conduisent des Ferrari pour les tester. Ah, c'est super, je vais venir bosser chez vous. Ok, peut-être que ça sera intéressant justement avec un fichier client extrêmement bien ciblé, d'accord, de gens qui évidemment rentrent dans vos critères d'achat de voitures de luxe, d'aller proposer un essai avec votre consultant, puisque vous me dites qu'il fait des tours de voiture, Ça, c'est autant qu'il intéressant. soit accompagné d'un potentiel acheteur et qu'il puisse lui faire tester la Ça, voiture. j'aime bien la proposition. J'achète. Allez. Bravo Vanessa. Let's go, hein. Allez. D'ailleurs, on a parlé de cold calling. Tu as une question sur le cold calling. Ouais. Et d'ailleurs, tu m'as parlé de boulanger. Ah ouais Justement, la question, c'est tu vas pitcher, tu dois convaincre un boulanger d'acheter ta formation LinkedIn. Putain, c'est intéressant. Parce que j'ai eu des clients boulangers. Ben voilà. C'est Qu'on hyper signe intéressant. Qui ont signé, qui ont payé. Bah, magnifique. Bien Tu sûr. les as convaincus comment? Bah, j'avoue, moi, je convainc personne. Alors, comment tu... Imagine, il est là. Imagine, là, Guillaume, c'est le boulanger. C'est bon. Je sais Au pas. fond du mat tous les jours. Ouais, et puis c'est fatigant. Hein. Ouah. À 2 employés et plus leur SAF sur le dos, quoi. Je sais pas, tu fais quoi? Ah ouais, donc tu bosses. Et genre, tu bosses combien d'heures par jour? Ah bah là, moi, je me lève à 3-4 du mat. Voilà. Ah ouais. T'as des enfants ou pas? Jusqu'à 21h. Non, j'ai pas d'enfant. Ah ouais. Bah, et c'est à cause du boulot ou? Ah bah ouais, là, j'ai Ouais. pas le time. Hein. Ok. Et alors, tu bosses, c'est ta boulangerie? Ouais. Ok. Et ok, c'est intéressant, ouais. Et tu t'es jamais dit, j'ai envie de faire autre chose? Non, tu sais, je fais CAP cuisine, mention pâtisserie après. Et Pourquoi tu fais ça? pourquoi je fais ça? Bah, j'adore, c'est un métier manuel. J'adore faire ça. J'ai toujours aimé la bouffe. Ouais. Et c'est quoi que t'aimes le plus là-dedans? Bah, être un peu dans mon truc, tu vois. J'aime bien faire le tour avec les pâtes à tarte et tout, les viennoiseries. Ok, chambé. Ok. Et tu te vois où dans le futur? C'est quoi que t'as envie de... C'est quoi, Bah, c'est c'est quoi moi, le projet de vie? chez moi. Pas... Petit bouclard, ça tourne. ouais. Voilà, c'est les Ok. petits employés. Je suis heureux comme ça. Tu les kiffes tes employés? Ouais, j'aime bien. Ouais. Ah non. Bon, t'as pas envie de changer? Non. Je t'ai déjà dit à un moment donné, j'ai envie de... Peut-être que ça redevienne juste un kiff. Bah, là, c'est bien. Hein. Enfin, Ok. Bah voilà, ok. Bah salut. Donc, le boulanger, c'est pas un très bon client. Non. Time, En fait, déjà, moi, c'est par le contenu que je les close. Et je vais plutôt dire à Guillaume, écoute, Guillaume, t'as fait de ta passion un métier. Et donc, en fait, je vais discuter de ça sur mon post. Je vais dire, on connaît tous quelqu'un qui a été passionné par quelque chose et qui en a fait de sa passion un métier. Sauf qu'il est rentré très jeune, souvent, dans ce métier, parce que c'était sa passion de base, et qu'il a jamais évolué dans le sens où il a touché son plafond de verre très rapidement. Son plafond de verre et tous les problèmes qui vont avec, tu vois. Et donc, je vais te dire ça. Je vais te dire la vérité, c'est que, en fait, un boulanger qui a toujours voulu être boulanger, c'est parce qu'il adore, en réalité, manger du pain, faire du pain, etc. C'est comme un mec qui adore l'agriculture, tu vois. Ouais, il aimait bien son potager quand il était petit, il s'est dit, je vais me mettre dans l'agriculture, et là, il se retrouve quoi? Crouler sous les dettes, etc. Et il trouve plus de kiff là-dedans, tu vois. Or, aujourd'hui, il y a le digital, il y a LinkedIn, du plus simple des métiers d'assistant personnel, tu vois, pour des dirigeants, pour des boîtes, pour des choses. Il y a énormément de métiers qu'on peut faire à distance.
ça vaut le coup quand même de prendre une énorme formation sur un énorme sujet, hein, mais de se dire, ok, en fait, votre métier, vous gagnez très très peu d'euros de l'heure, vous partez quasiment jamais en vacances, vous avez pas d'oseille pour, tu vois. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une espèce de surdivision du travail qui est en train de s'opérer. Il y a des gens, ils sont pas commerciaux, mais ils s'occupent uniquement des bases de données et ils arrivent à faire 200, 300 000 euros par an. Et ils travaillent 5 heures par jour. Et en plus, avec l'IA, ils ont tout automatisé. Il y a des gens, ils sont assistants personnels. Sauf qu'en fait, ils travaillent tellement bien qu'ils arrivent à facturer 100, 150 euros de l'heure. Et donc, ils travaillent 3 heures par jour. Et enfin, il y a des gens, ils sont devenus consultants en cybersécurité. Il y a tellement une forte demande qu'ils arrivent à facturer des 700 euros par jour. Sauf que, encore une fois, c'est des gens qui n'ont pas besoin de devenir milliardaire, l'envie de devenir millionnaire, l'envie de, tu vois, d'avoir cette richesse. Et en fait, j'irai vraiment sur ce sujet à la fois soit en vidéo, soit en contenu, etc., sur le fait de dire, voilà, après, moi, j'avoue, en vrai, ce rôle de salarié à freelance, c'est pas trop ma cible, mais c'est plus le freelance qui a atteint le plafond de verre, ou le dirigeant. Le boulanger, en vrai de vrai, que moi j'ai eu, la nana que j'ai eue, qui était boulangère, qui s'appelle Sarah Marsoin. Tu vois qui c'est? Je vois très bien qui c'est. Eh ben, elle était boulangère. Elle s'est dit, en fait, c'est pas une vie. C'est pas une vie, boulanger. Genre, ça se lève à 4 du mat, tu vois, ça gagne pas énormément d'argent. En plus, en ce moment, tu vois, c'est dur, l'électricité pour les boulangers, c'est dur. La boulangerie, faut qu'elle soit bien située, etc. Il reste finalement pas tant de place que ça, tu vois. Et surtout, tu croules sous les dettes, en même temps, tu dois bosser, tu vois pas tes gosses, etc. Et elle s'est dit, vas-y, faut que je fasse autre chose. Et elle savait utiliser un ordinateur parce qu'elle est née dans les années 90, donc en fait elle est née avec les ordinateurs. C'est qu'est-ce que je peux faire sans avoir de compétences? Et en fait il y a un besoin sur LinkedIn qui s'est exprimé, qui est de dire, comme Guillaume, alors beaucoup plus Guillaume parce que t'as pas de salarié, j'ai pas de salarié, pas de salarié, pas encore. J'ai des salariés, j'ai une boîte, j'ai un truc à faire tourner, j'ai pas le temps. J'ai trop de sujets. Il faut qu'on m'aide à réussir sur LinkedIn. Voilà, le sujet des grands dirigeants, c'est ça. La réalité, c'est qu'en France, les dirigeants, ils ont pas le temps parce que ils performent pas sur LinkedIn parce qu'ils ont pas le temps de se mettre sur LinkedIn. Et une des caractéristiques majeures pour réussir sur LinkedIn, c'est de commenter les posts, commenter des publications, tu vois, nouer des relations sur des commentaires pour après envoyer des messages, etc. C'est un système de réseau. C'est exactement ce que fait le dirigeant tous les jours avec son téléphone, sauf que c'est sur LinkedIn. C'est très chronophage à faire parce que c'est moins qualitatif que d'envoyer un SMS, etc. Mais en même temps, tu peux faire ça en plus gros volume. Bon, c'est très long. Pareil, si tu publies tous les jours et que tu réponds jamais à ceux qui te commentent alors qu'ils font l'effort de commenter, ne serait-ce que pour initier des discussions, là, c'est d'un point de vue algorithmique, ça vient baisser ta visibilité, ça vient baisser tes performances. Mais c'est toujours pas à la hauteur de la valeur Les gens de l'heure du dirigeant. Un outil qui est LinkedIn comme un outil mathématique. C'est un outil pur. Qui reflète vraiment l'émotion humaine. Exactement. Mais c'est un outil, c'est juste... On s'en rend pas compte. C'est un outil de connexion surtout, au-delà d'un outil mathématique. Mais tout ça, bon, bref... Sarah, elle a vu ça. Les dirigeants, ils ont pas le temps. Ils ont besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Elle met à disposition ses équipes de community managers pour prendre les comptes des dirigeants qui souvent nécessitent quand même genre un peu de secret, tu vois, de compétences. Faut parler comme la personne. Alors que là, c'est un peu mieux, mais voilà. Elle fait ça aujourd'hui, c'est full time. Elle a arrêté de travailler en boulangerie. Alors, du coup, je finis juste avec mon petit jeu de pitch impossible et on va passer sur toi, Guillaume. Petite introduction sur cette partie de conversion de lead. Imagine que tu es un moine bouddhiste. Ouais. Ah ouais. Et Guillaume, tu dois pitcher du lead à ce moine bouddhiste. Vous êtes combien aujourd'hui dans la commu Des moines. On est une vingtaine, mais on a créé un programme de retraite. C'est plus smart, t'inquiète. T'inquiète, je suis dans un programme de retraite qu'on appelle le retraite. Vous connaissez pas ça? Comment ça s'appelle? Je sais plus. En gros, on invite des gens qui ont des entreprises, des entrepreneurs à passer une semaine où ils parlent pas. Couper des réseaux sociaux. Couper des réseaux sociaux, ils ont bien contact avec l'extérieur et ils se ressentent vraiment sur eux-mêmes et on les aide. Et là, aujourd'hui, on est une vingtaine. On accueille 1000 personnes tous les mois, voilà. Mais il faut à la fois qu'on trouve déjà. Après, on est très connus, nous. Hein. Là, je sais. T'es sur LinkedIn, toi. Ouais. J'ai écrit un livre. Je pense que je peux t'aider à remplir tes séminaires. Comment? C'est notre métier chez Doolid. On s'occupe de générer des leads. Et... D'où quoi? Doléade. Comme dirait le facteur. Ok. Et comment? Écoute, on fait de la publicité en ligne. Ah ouais, Google Ads. Par exemple. Et donc, t'es bien au courant pour un moine?
Je suis en mode connecté. T'es très connecté. Ouais. Je suis en mode IA. Sur un moine 2.0. Ouais. Ça va peut-être t'aider à remplir tes sessions en allant chercher des Ouais, d'abord, comment ça marche. gens intéressés. Ouais, mais nous quand même, notre cible, elle est très qualitative. Hein. Je suis pas sûr qu'elle... Tu penses qu'elle peut pas rechercher ça? Bah, c'est pas ça. C'est que nous, chaque demande entrante aujourd'hui, on la signe. On n'a pas d'équipe qui est en mesure de s'occuper de relancer les gens, etc. Donc peut-être le volume, peut-être ça peut être un problème. Bah, tout ça peut se qualifier via le formulaire. En fait, on peut décider de gérer le niveau d'intention Ok. des prospects et à partir de ça, potentiellement trouver des gens qui sont exactement dans la cible de ce que tu recherches. Ouais, mais nous, on cherche plutôt des gens internationaux. Les gens qui sont cramés des réseaux sociaux. Qui en peuvent plus. Ouais. Ah, c'est bien, tu t'avais bien sorti, bravo. Alors, on va passer maintenant à la troisième partie qui est, ok, on a parlé de les canaux, on a parlé de la prospection, on n'a pas parlé de comment on convertit tous ces leads. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on les classe? Et comment on les utilise? Donc, on va focus un petit peu sur toi, Guillaume. Donc, Guillaume, t'as un parcours de pur entrepreneuriat en version un peu montagne russe. T'as commencé à 23 ans. T'as lancé un moteur de recherche caritatif. Exactement. Et tu t'es fait couper par Google du jour au lendemain. Bim. Ouais. Tu t'es relancé. Et puis, avec ton associé, vous avez lancé Doodle. Et vous êtes lancé dans le SEO, l'affiliation, la techno, la sémantique. Et maintenant, vous avez plus de 100 personnes entre Paris et Boston, entre les US. Et vous avez des milliers de leads générés, notamment pour des boîtes connues comme Orange ou les alarmes ADT aux États-Unis, pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai plusieurs questions pour toi. Dis-moi. La première, c'est quand tu t'es pris une claque par Google, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Qu'est-ce qui m'a fait tenir Je me souviens très bien, on se pointe au bureau, on est au mois d'avril 2008, un matin, et on arrive, ouais, c'est vieux, hein, et on arrive, et à l'époque, on engrangeait 2 millions de recherches par jour, et puis du jour au lendemain... Ça s'appelait comment? Ça s'appelait VO Search. Il y a un truc qui s'appelle... Très bien, ok. Il s'appelle Ecosia maintenant, Ouais, qui a un peu repris le même système. C'était vraiment la jeunesse de ces moteurs-là. Et du coup, on se retrouve et le truc est déplugué. Et moi, je partais à ce moment-là à Londres, au UK, pour ouvrir le marché au UK, pour qu'on commence à ramener des charities sur le marché anglais. Et donc là, on voit le truc, et en 3 semaines, le trafic qui s'effondre de 70%, parce qu'on s'est retrouvé à un moment à devoir dépluguer Google. On bossait aussi avec Yahoo, qui était un peu plus gros qu'aujourd'hui, ça devait peser 10% de market share, voilà, et du coup on bascule sur un truc full Yahoo, et en fait les utilisateurs se cassent, parce qu'en fait les utilisateurs, ne voyant plus le logo Google, te retirent du système et reviennent sur un bon vieux google.fr, voilà. Et donc on se retrouve là, et je me souviens très bien parce qu'on avait levé 700 000 euros sur un bout de papier, quoi, 10 mois plus tôt, et on prépare le board, quoi, avec Arthur, et où on écrit littéralement les slides où on va fermer la boîte, et donc et c'est notre reco, quoi. On dit on voit pas trop quoi faire. Il y avait 3 slides, il y avait un slide où on disait en gros on essaye de revendre le truc, mais bon, c'est une base de données, un machin, on va dépecer le truc, ça vaudra pas grand chose. On trouve une autre idée, on pivote, mais là on n'a pas vraiment d'idée, et puis tu vois, tu prends un peu ce truc là, on avait 24 ans, tu vois, donc t'es un gamin, tu sais pas trop quoi faire, voilà. Et troisième possibilité, on ferme la boîte, et c'est notre reco. Donc on écrit ces slides-là, et en fait les mecs qui étaient dans la salle se regardaient, se faisaient des petites blagues, tu vois, entre eux, quoi. Et nous on était là, mais c'est pas drôle. Enfin, en fait, nous on joue un peu notre life, quoi. Enfin, tu vois, on se disait bon, on va aller rechercher un job, etc. Et en fait, ils avaient déjà fait la réunion avant la réunion. On le savait pas, on l'a appris un peu après. Et je pense que voyant qu'on était au fond du seau, ils avaient déjà en fait réfléchi à, c'était quoi pour eux la suite, sous réserve que on accepte. Et en gros, on est sorti de ce board, ils nous ont dit, écoutez les gars, en fait, si vous tombez sur la gueule, c'est indépendant de votre volonté. Ouais. Nous, ce qu'on a vu depuis 8-10 mois, c'est une équipe qui dépile de ouf. Et en fait, tout ce qui, c'est un facteur exogène qui nous arrive dessus. Donc nous, on a hyper envie, on a encore plus envie, parce que c'est hyper honnête, en fait, la démarche de ce que vous êtes en train de faire. On a hyper envie de faire confiance. On est prêt à refinancer le coup d'après si vous avez une idée, vous êtes motivé pour repartir. Par contre, faut que vous en ayez envie, faut que vous reposiez, que vous reveniez avec une idée, et c'est parti. Et l'après-midi même, on avait acheté du rap.com pour $10 000 à des Américains, on était reparti, et on a dit on va pitcher ça, et dans un mois on est reparti, quoi. Juste une question à cette époque, en 2008, 700 000 euros de levée, tu dirais que ça correspond à combien aujourd'hui? Parce que c'est un écosystème qui existe, il y a personne, rien. Mais en plus, la tech. Il y a pas d'écosystème. En France. Il y a pas d'incubateur, il y a rien. Pas de BPI. Même pas de dev. Ça s'appelait Oslo en VAR, c'était 2 trucs séparés.
c'est archaïque. Je veux dire, il y a pas d'écosystème en fait. Donc oui, c'est vachement bite et couteau. Tu cherches des gens par connexion. Voilà. Là pour le coup, le diplôme nous a quand même vachement Vous aidé. avez fait HEC. Ouais, et ça c'est un vrai. S'il y a vraiment un truc qui a de la valeur, c'est vraiment l'écosystème et le réseau. Et donc de fil en aiguille, on a trouvé des gens qui connaissaient des gens, et c'est comme ça qu'on s'est débrouillé, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vachement plus le Far West, quoi. Ouais. C'était beaucoup plus dur, quoi. Alors du coup, aujourd'hui, avec Doolid, vous générez des leads pour énormément d'entreprises. Ouais. Dans le secteur de la génération de leads, c'est quoi la croyance que tu veux absolument détruire? Le côté dark de ce business où il y a des gens qui font n'importe quoi et non mais je trouve non mais bah Ah ouais. mais c'est pour moi Marabout. ça dessert ce marché où il y a quand même plein de boîtes propres qui font des choses bien, mais ce marché pour moi est pollué par des gens. Alors je pense que c'est de moins en moins le cas parce qu'il y a de plus en plus de régulation, et je pense que les donneurs d'ordre à la fin, les clients, ils sont quand même de plus en plus attentifs parce que plus surveillés sur les sujets GDPR et compagnie. Ça a tellement, on reparlait d'un truc qu'on a fait comme des gros idiots à nos premières heures. On avait acheté le fameux CD-ROM à 99 € où tu avais 1 million de mecs en basé. Je pense qu'on a fait ces conneries comme tout le monde. Non, mais où du coup, tu te retrouvais avec 1 million d'emails que tu shootais. On s'est fait burner notre truc d'IP chez Mailvision. Bon, voilà, on a dit on l'avait fait une fois. Maintenant, on arrête. Mais ça, malheureusement, en fait, le problème, c'est que t'as encore des trucs qui arrivent, et du coup, ces trucs-là, je pense, sont terribles pour la. C'est super important comme relation, parce que pas mal de dirigeants qui se posent des questions. Tiens, est-ce que j'externalise ma génération lead? Comment je peux améliorer ça? Enfin, c'est quand même une angoisse constante des dirigeants de dire comment je peux mieux faire et me contenter de ça. Et du coup, ils sont un peu à la merci de tous ceux qui proposent des offres, surtout qu'en fait, aujourd'hui, utiliser un SaaS de génération de lead et en dire tiens, je suis expert là-dedans, c'est à la portée de tout le monde. Les outils font que c'est plus accessible. Donc, du coup, comment toi, Guillaume, tu fais pour te différencier par rapport à ça, et c'est quoi les points d'attention que tu donnes aux dirigeants en disant attention, moi, je fais ça, par rapport à d'autres qui ne sont pas sérieux? Nous, ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, dans le métier qu'on opère, on fait que du paid. Donc, on achète 100% du média qu'on génère. On qualifie, tout est généré en interne. On n'achète aucun lead à l'extérieur. Tout est qualifié chez nous sur nos systèmes de formulaire. Tout passe derrière en web service chez les clients. Enfin, on a une traçabilité complète de ce qui se passe. Bon, et ensuite, maintenant, c'est vrai que là, avec les marques avec lesquelles on travaille, si tu veux, on peut plus se permettre de faire, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, quelque part, la garantie, elle est aussi écrite par les logos avec lesquels on bosse aujourd'hui, quoi. Tu fais du B2B et du B2C? Ouais. Okay. À quel point le produit vendu, enfin la qualité du produit, tu vois, livré, a une importance sur la conversion et la génération de leads. Tu vois ce que je veux dire? C'est si tu génères pour Ruben tu feras moins de leads que si tu génères Orange qui vient de lancer Free qui vient de lancer le nouveau service à 2 €, tu vois, alors que personne. Là, tu poses plutôt la question de à qui on vend, et c'est une bonne question. Et effectivement, on vend aujourd'hui à des entreprises qui sont organisées et capables de traiter des leads. Donc effectivement, il y a plein de boîtes non mais t'as raison, il y a plein de boîtes pour lesquelles aujourd'hui on sait pas opérer parce que boîtes pas organisées, parce que ont pas forcément de modèle pour entre guillemets générer des leads et les regarder dans leur business model à eux. Donc ça, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur cette population-là, qui sont plutôt des grands comptes en fait pour nous. Et c'est effectivement essentiel pour nous que derrière, il y a un minimum de savoir-faire dans la boîte pour vendre. J'ai une question, parce que tu parlais tout à l'heure justement des dirigeants qui vont être capables aujourd'hui d'aller sur des SaaS et générer des leads eux-mêmes. Comment est-ce que toi, tu gères ce côté qui peut être très déceptif pour un dirigeant d'avoir récupéré une base de leads sur un SaaS X ou Y et qui est soit très mal qualifiée, soit pas du tout une base qui est pas fraîche? Qu'est-ce que tu apportes toi comme garantie aujourd'hui pour éviter cette déception? En fait, nous déjà, tous les leads qu'on génère, c'est des gens qui ont fait la démarche de se renseigner pour un produit ou un service, soit de façon complètement transparente, c'est la marque qui est affichée de bout en bout, soit on est en marque blanche et on révèle la marque qui va les contacter à la fin du parcours. Voilà, c'est à peu près moitié-moitié dans notre business, et pas forcément la même répartition en fonction des géographies sur lesquelles on est. Donc, c'est quand même clair pour l'utilisateur qui va suivre, qui va ensuite prendre le call derrière. Je simplifie parce que pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils n'ont pas vraiment bien saisi. Je prends un exemple. Ils vendent, des fenêtres pour une maison. Et en fait, tu vas créer une campagne qui va dire, par exemple, tester votre éligibilité aux nouvelles fenêtres XY. Et à la fin, le gars, il dit, OK, finalement, c'est la boîte qui fait les fenêtres XY qui va me contacter. Mais à la base, il ne savait pas. Donc ça, c'est une partie de mon business. Ou alors, on prenait l'exemple de Orange ou de EDF, par exemple. Pour EDF, on a des parcours de bout en bout qui sont à la marque d'EDF. Donc, tu sais que c'est EDF qui va opérer depuis le début. Voilà.
Ce qui est important, c'est que c'est l'initiative de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui clique sur la publicité, qui remplit le formulaire de façon complètement consciente et qui est envoyé en temps réel à la marque qui le rappelle. Les seuls cas où il n'est pas envoyé en temps réel, c'est que les horaires de call sont fermés. Enfin, c'est la nuit, voilà, et il va potentiellement soit être envoyé en temps réel et être rappelé que le lendemain matin, soit être envoyé à partir du lendemain matin, de toute façon, à partir du moment qu'on le rappelle. On est quand même sur du lead ultra qualifié. Ah bah c'est du top niveau, oui. Nous, on est dans les meilleures sources de leads de chez tous nos clients. On est comparable à ce qu'ils font dans leur propre SIA. Enfin, c'est ça le niveau de qualité dans lequel on est. Mais parce que pour moi, la qualité des leads, c'est essentiel dans ce qu'on Vous l'avez vécu déjà. En vrai, vous le vivez depuis combien? 10 biges? Ouais, c'est ça, ça fait une dizaine d'années Ça Vous l'aviez fait pour vous aussi, Ouais. il me semblait, à l'époque. Tout à fait. Il y avait ça. Ça t'a vraiment appris des trucs, le fait que vous soyez là depuis 18 ans et 10 ans, genre, Ah bah oui. tu vois? Parce que souvent, on te dit, tu vois l'ISS, ça fait 100 ans, enfin, je sais pas combien de temps. Tu vois, elle est toujours aussi vieille. Et les gens te disent, ouais, mais ça marche. Et tu vois, souvent, on pourrait dire, ouais, mais les mecs, le CD-ROM, il existe encore, le mec. Je le connais, le mec. Il vend toujours ce CD-ROM, tu vois. Et il te dit, ouais, mais ça marche, pourquoi changer, tu vois? Vous avez pas fait ça. Vous avez pas, ouais, ça marche, tu vois. En quoi ça te sert aujourd'hui, le fait que vous soyez là depuis le début? Nous, en fait, la naissance de Doolittle, c'est la réunion de deux métiers qu'on a construits chez nous de façon séparée. Bah, le métier pour lequel tu étais là dans les années 2013-14, là, qui était la partie purement gestion de paid média, pour le coup, à l'époque, en SaaS et en managed service. Donc, qui pouvait être plutôt en front de ce que fait une agence de paid. Voilà. Et un métier encore plus historique qui était qu'est-ce que c'est qu'un lead et générer des leads, notamment à partir de sites de contenu. Et en fait, en 2016, on a emboîté ces deux métiers pour pouvoir faire la génération de leads à partir de campagnes de paid marketing, de bout en bout jusqu'à donc la landing page, envoyer le lead dans le CRM de notre client. Et ensuite, on a rajouté toute la brique de récupérer la data de ce qui se passe dans les CRM sur l'évolution du cycle de vente. Parce que c'est bien que tu aies un lead, mais ce qui t'intéresse à la fin, c'est la vente, le rendez-vous, enfin, c'est le truc dans la vie physique qui a de la valeur pour notre client. En fait, le fait qu'on ait eu déjà ces deux briques métiers historiquement, on a quand même vraiment gagné du temps parce qu'on savait déjà gérer du paid. Il y avait déjà de la techno et du savoir-faire humain. Et le métier de lead, on l'avait déjà manipulé. Donc, ça permet quand même d'accélérer. Enfin, un lead, c'est quoi? Ça peut être des filtres, ça peut être... Enfin, il y a plein de choses qui sont liées typiquement à ce que c'est qu'un lead, même d'un point de vue purement technique. Donc ça nous a fait quand même gagner énormément de temps. Et ensuite, ce qui a fait qu'on a accéléré, c'est que je pense qu'on a trouvé un truc qui se vendait et qui répondait à un vrai besoin des clients. Voilà. Comme tu as cette chance d'être à la fois des deux côtés de l'Atlantique, Ouais. Aux États-Unis, donc aux US, aux States, Yes. qu'est-ce qu'ils font mieux que nous en acquisition de B2B? T-O-U-T. C'est ce que je veux dire. Globalement, tout. Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Déjà, moi, le choc des US, c'est la notion de culture. Le gros choc quand on est arrivé aux US, c'est qu'on a voulu appliquer tout pareil. On a voulu copier-coller ce qu'on savait faire à l'époque. On était principalement en France. En fait, on a l'impression d'être proche des Américains parce que tout le soft power, la culture, Netflix, tout ça. Enfin, on a l'impression que on est vachement proche, mais en fait, on n'est pas du tout comme eux. Et donc, en fait, eux, ils fonctionnent assez différemment sur pas mal de choses. Une personne chez eux ne fait pas plein de choses très bien. Ils découpent vachement le travail. Donc, il faut spécialiser les gens sur des sujets. Et ils sont bons quand tu as en fait cadré des sujets spécifiques. Donc, il vaut mieux découper ton boulot plutôt que d'attendre des espèces de super couteaux suisses qui vont tout faire. Et ils ont une relation très transactionnelle finalement au travail. Beaucoup moins politique, machin, truc d'influence. Un moment. Exactement. Ça marche pas. C'est du business. Ils n'ont pas le même rapport que nous. Donc, en fait, ça, tu as besoin de l'intégrer. En fait, parce qu'au début, tu essayes de faire pareil, tu vois, mais tu comprends pas en fait comment ça marche. Et du coup, on a mis du temps avant de comprendre ce qui fonctionnait. Ça se traduit comment que dans une relation commerciale, par exemple? Genre, tu vas avoir un prospect. Américain. Il te considère pas. T'es là, tu vois une solution. Bonjour, je vends ça va faire tant d'ROI. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas dans le game. Au début, t'es... Tu penses qu'on est moins orienté business qu'eux? Fondamentalement, c'est-à-dire factuellement? On n'est pas business, nous. Ah, carrément. On est expérience. On est émotion. On dit glandeur, frère. Non, mais nous, on discute avec nos clients en France. Toutes les cycles de décision, ils sont lents à prendre. En fait, nous, on délivre de la performance. Donc, en fait, on délivre des leads, ça génère des ventes. Tu es capable de définir ce que c'est le coût par vente sur les leads que je t'envoie. À un moment, je suis dans ton KPI, vas-y, on appuie sur les boutons, comment on en fait plus? Ça, aux US, ils ont compris. Ils sont plus rapides dans leur prise de décision. Ils vont beaucoup plus vite. Là, attends, on va en parler dans le budget machin, au comité truc-muche, il faut que j'ai l'aval de bidule. Oh, mais peut-être... C'est en ça que tu dis ils sont moins politiques que nous. Mais tellement. Ok. Ah ouais. Beaucoup plus business. Ça va beaucoup plus vite.
Ça marche pas, ça marche, continue, ça marche pas. On va... Alors, en tout Tu prends cas, des risques, plus de risques. beaucoup plus de risques. Ah ouais. Bah, et puis mettre des montants, ça. Enfin, en fait, tout est beaucoup plus gros. Rien à voir. Quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'on fout là? Go pour En toi. vrai, vraiment? Ah bah ouais. Alors, on arrive un peu à la conclusion de cette discussion, en tout cas. Donc, on a parlé des canaux, on a parlé de la prospection, on a parlé de la conversion. On va finir par un petit vrai ou faux, petit vrai ou faux des familles. Et je vais vous demander chacun de répondre vrai ou faux. Première question, il faut relancer un prospect au moins 7 fois. Vrai ou faux? Vrai, On pardon. m'a dit de répondre vrai ou faux. La réponse D. Vrai, bah vrai. Je sais pas. Vrai? Oui. Il faut relancer un prospect au moins 7 fois. Ouais, bah c'est vrai, ouais. Non, mais attends, prospect chaud ou froid? Mais moi, ils sont Oh ultra... là là, mais Mais non, mais il y a un prospect, on vas-y. a dit. Mais non, moi, ils sont bouillants, mais les prospects, je les relance même. C'est une relance. Tu vois? Oui, mais attends, on n'est pas en train de parler d'un lead entrant. On parle d'un prospect. Ouais, prospect, ouais. Ah ouais, faut le relancer. Que t'as contacté à froid, qui te connaît pas, sorti de nulle part. Même Alors déjà, j'ai oublié. non, mais oui, bah frère, il faut le relancer. C'est ton taf quand même. Hein. bah, c'est pas ça, c'est qu'en fait, si tu le fais pas, c'est ton concurrent qui va le faire, donc fais-le. Moi, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on a une fausse croyance qu'on gêne, notamment chez les Français, on gêne les gens. Mais on gêne. Et il y a Oui. beaucoup de gens qui Mais alors En fait, notamment dans le B2B, tu parles à des décideurs, Ouais. bah, il y a beaucoup de gens qui zappent et qui n'ont pas le temps. Ils voient les messages et ils te disent, bah, en fait, juste que je l'ai vu, mais après, il y a mon gosse qui m'a parlé, après, il y a machin, etc. Et du coup, ils te remercient de te relancer. Et ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à appréhender, c'est que souvent, relancer, les gens te remercient de les relancer. mais évidemment, t'es pas la priorité Ouais. de ton prospect. Hein. Genre, il a pas que toi dans sa vie. Il a 1 milliard de trucs à faire. Alors, encore plus quand t'es entre... Autrement dit, il en a rien à foutre. Mais oui, bien sûr. Même si ton offre, ça l'intéresse. Mais le but, c'est quand même de suivre aussi ta prospection. C'est-à-dire que la prospection, c'est pas juste mardi à 10h, tiens, j'appelle. Non, c'est toute une séquence logique. Non, il faut relancer. Faut Mais relancer. oui, dans une Quoi qu'il arrive, faut routine, relancer. faut relancer, évidemment. Ça va, genre. De toute façon. Alors, question d'après, la croissance cachée de ton chiffre d'affaires est planquée dans ton CRM. Vrai. Ouais, Guillaume? Aujourd'hui. Ouais, plutôt vrai, ouais. Amen. Ouais, ça, si, ouais, Encore grave. faut-il avoir un CRM? Encore faut-il. Mais tu sais que moi, j'avais tenté, je l'ai jamais, je l'ai fait une fois pour une boîte. Et je l'ai pas refait parce que c'est quand même genre, faut avoir le métier. Moi, il y a des boîtes, genre Doolid, on va dire, où en fait, t'as des paniers moyens. Tu vas avoir le top clients qui ont des gros paniers moyens, tu vois. Le problème de ces clients-là, c'est que tu les as pas comme tout le monde. C'est pas un appel de temps en temps, on se voit pas, on se rencontre pas, il y a pas de truc. Tu vois, c'est quand même genre, ils sont conscients d'avoir un gros panier. Et j'avais organisé pour une SS2I, enfin une ESN, une soirée thématique avec vraiment expérience luxe. C'est-à-dire petite attention, des petits bracelets, tu reçois un carton d'invitation. J'avais fait genre le truc bien, tu vois, genre c'est un mariage. Tu vois. Et ils étaient venus, ça avait converti de fou. Et à la base, les gens qui sont venus, ce n'est uniquement des gens qui ont été présents au moins une fois et qui ont marqué un intérêt, qui avaient un intérêt aussi trié, tu vois, mais dans le CRM. Et sur ce point-là, je suis d'accord, mais moi, sur ces points-là, pour les boîtes qui ont beaucoup, tu vois, des gros paniers moyens, etc., il y a une presta que les gens font, enfin, que j'ai toujours pas revu, alors que le truc, ça marche de fou et que la boîte derrière, elle m'a dit, bah, gros, on fait ça quand tu veux. C'est d'aller prendre le CRM de n'importe quelle boîte, de prendre genre le top 10, regarder les paniers moyens et d'organiser des vraies expériences. Tu vois, mais des vraies expériences. Et t'as des pairs. T'avais plein de pairs de plein de boîtes qui discutaient des sujets, etc. Après, t'es quand même en France, t'as plein de gens qui vont pas venir, c'est quand même, tu les invites, etc. Mais en tout cas, je pense que oui. Ok. Alors, dernière question. L'automatisation et l'IA va tuer la prospection? Non, Non, c'est faux, ça va pas la tuer, ça va venir... c'est la merde. Mais non, ça vient en complément, je pense, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'en sers intelligemment, peut-être pour ça que ça s'appelle l'intelligence artificielle, d'ailleurs. Lourd. Attends, je tiens un truc, là. C'est pas toi le moine. Mais non, mais à partir du moment où tu t'en sers pour venir compléter ce que tu fais déjà, ça doit pas venir te remplacer, sinon on est foutu. Vraiment, tous autant qu'on est. Donc, si ça vient compléter des actions commerciales qui sont déjà mises en place pour aller plus vite, pour faire encore mieux, pour contacter plus avec de la qualité, pour faire de l'hyper-personnalisation, là oui, évidemment. C'est Samalpan qui dit si ton taf a été remplacé, non? Ça veut dire que finalement, Il était peut-être pas si il servait important, à rien, ouais, c'est ça? peut-être. Bon, on a un peu répondu sur le sujet full Ouais, cycle des AI ouais. et le fait que tu pouvais avoir la partie amont sur la partie booking pour moi qui est beaucoup plus automatisée. Alors peut-être pas à 100%, mais en tout cas proche. Mais il y a de l'émotionnel dans la vente. Donc en fait, ça
avant que, enfin peut-être, hein, demain des IA vendront. Avec de Ça, l'émotion. mais ouais, je pense qu'il y a quand même, on n'y est pas encore. Puis il y a un vrai sujet, c'est la qualité de la data. Parce que tu peux pas envoyer des IA faire de l'émotionnel s'ils n'ont pas de la data sur ce que pensent les gens et ce qu'ils Ouais, ressentent. pour moi, c'est un sujet. Tu sais, c'est quoi? C'est le pad en 2009, 2008. Attends, ça date de quand le premier iPhone? 2007. 7. Donc le pad, ou là, même, tu prends l'iPad dans les années 90, tu prends les Google Glass dans les années 2010. En fait, c'est des technologies qui s'annoncent comme étant une rupture, mais tu as une réticence d'adoption à certains niveaux par l'humain. Et donc, en fait, c'est pas l'IA. Bien sûr, l'IA sera en capacité de le faire. Il y a aucun débat. L'IA sera en mesure de tout automatiser. Il y a aucun débat là-dessus. Comme on est aujourd'hui en mesure de réindustrialiser la France avec des robots partout. Mais c'est pas ça. C'est en fait, l'humain veut pas faire ça. Et je pense que c'est aussi à un moment donné, on va tous refuser de se faire vendre par des IA. On va refuser de, tu vois, que t'as un robot chez toi. Le robot chez toi. C'est incroyable, la promesse, c'est incroyable. Ta femme, toi, tes gosses, tes trucs. Personne, même tes courses, ils sont faits par un robot. Pour un Le boulanger. concept, il est génial. Et moi, j'aime bien aller faire mes courses. J'aime bien aller déposer tu vois, j'aime bien passer du temps à nettoyer la cuisine après manger en discutant avec ma femme, etc. Tu vois, j'aime bien ça. J'ai pas envie de le perdre non plus. Et je pense que t'as des éléments qui font que on est des humains parce qu'on vit ces moments-là et on revient à l'émotionnel. Si t'as plus d'émotionnel, si t'as plus rien, en fait, nous on fait quoi? On reste chez nous, c'est ça? En fait, on travaille plus, tu vois. Si on n'a pas envie d'embrasser non plus, je pense. Enfin, moi, j'ai pas envie d'embrasser cette vision de Non, moi non plus. de l'homme. Si ça peut me faciliter, why not? Si ça peut me faire de l'oseille, plus d'oseille, why not? Mais à un moment donné, oublie pas, les gens qui ont du budget, ils ont du pouvoir. Vendre à une IA, En c'est fait, pas le l'exécution de truc, leur c'est que pouvoir. l'IA va commencer par adopter les sujets où il y a le plus de cash à faire. Et donc, typiquement, s'il y a de l'automation à faire, ça va commencer par typiquement tout ce qui est support client. Tu regardes dans les call centers, Ouais. où est la part de coût qu'il y a? C'est 80-90%, c'est du support. Donc, la télévente, ça va représenter 10% des coûts. Par contre, le revenu que tu constates en face, il est tellement énorme De ouf. que si jamais tu perds un petit Ouais. peu en émotion dans la vente, bah, en fait, ce que tu as gagné, en fait, tu l'as perdu. Enfin, voilà. Là où le support client, c'est que du coût. Et donc, ça, tu as intérêt à l'automatiser avec de l'IA pour le coup. Ah, tu Parce que là, on est quand même sur un sujet de B2B, je vous rappelle. Donc, c'est Oui. vrai que, par exemple, si tu lui dis, OK, je fais des campagnes pour vendre des fenêtres, t'en as fait tellement que tu sais un petit peu les leviers qu'il faut faire, fine-tuner. Mais quand tu veux vendre à une boîte, ne ressemble jamais à aucune autre boîte. Exactement. sûr. Un dirigeant ne ressemble jamais à aucun autre dirigeant. Et c'est là où, du coup, peut-être que je suis d'accord avec toi, l'automation et l'IA a ses limites parce que tu t'adresses à des êtres humains qui sont à des postes de direction et qui ont leur sensibilité et qui aiment qu'on respecte leur sensibilité. Mais évidemment, et le truc de l'IA, moi, là où j'aime l'utiliser pour les entrepreneurs, les dirigeants, peu importe, mais ou les commerciaux, c'est quand elle vient soulager sur des tâches hyper chronophages, mais que le temps libéré te serve à aller chercher plus de valeur. Là, oui, ok, là, ça a du sens. La singularité de l'IA, elle est dure à... T'as un truc où finalement, tu vois, la singularité produit par un échange entre deux personnes, c'est un échange qui est vraiment singulier, c'est genre vraiment, on va avoir un échange à un instant T plus 1, le même échange avec les deux mêmes personnes, ça va pas être le même. Ouais. L'IA, elle est capable de reproduire cette singularité. Le problème, c'est que ça te fait une singularité qui est genre une singularité plus ou moins multiple, qui fait qu'au bout d'un moment, ça inonde du même modèle systématiquement les mêmes. Je te prends un exemple. Tout à l'heure, j'ai pris un call. Le mec, j'ai au téléphone, j'étais dans ma voiture, j'allais déposer un costume au pressing. Tu vois, je lui ai dit, on a grave rigolé au début de 5 minutes. Je lui ai dit, attends, je te rappelle en 3 minutes. J'ai déposé mon costume et j'ai pris le call encore en revenant dans ma voiture. Et je me suis dit à un moment donné, juste avant d'appeler, mais imagine cette situation qui s'est archi bien passée. C'est-à-dire que, allô, je suis désolé, mais pas de souci. De le reproduire par une IA. C'est possible, les bruits de porte, les bruits de tout. Enfin, tu vois, la situation, tu l'aurais enregistrée, tu l'aurais réadapté. Mais si tu vois que ça fait tellement de conversion parce que tu as utilisé une IA et que tout le monde se met à l'utiliser, en fait, c'est le coup de la porte. Ça devient le coup de la porte. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde c'est ça qui est aussi, tu vois, c'est tellement singulier notre échange que tu peux pas la dupliquer. Donc, ce qui fait que c'est humain, tu vois, et donc, c'est aussi, je pense, là-dedans, dans le... Après, je pense que Guillaume, il a raison sur les trucs. Je pense que gestionnaire de syndic, tu vois, genre, c'est le métier le plus relou du monde. Et vivement que ce soit une IA. Les mecs, ils se font gueuler dessus jusqu'à minuit et demi, tu vois, pour prendre des notes. Et leur métier, c'est de régler des problèmes. Alors, je vais vous demander, dernière chose à tous les trois, s'il y avait une chose que vous deviez retenir de ce débat, ça serait quoi? Une chose. Le moine.
Ouais. Ah, lourd. Lourd. Le 11. C'est bon. Allez. Salut. La, Le moine. la cure de détox chez le moine. Ouais, superbe. Ouais. Mais il manquait juste le. Enfin, tu vois. Je sais pas, Ah, tu- ok. ouais. La toge. Ouais, quelque chose. T'inquiète, la calvitie, elle arrive. Trois Donc, trucs. bah, Vanessa, c'est vraiment qu'est-ce que drôle. t'as retenu de la discussion. Une chose. Ça rejoint ce que vient de dire Ruben, c'est-à-dire la qualité de l'échange elle est irremplaçable. Ne par n'importe quelle IA, non, la qualité de cet échange, les connexions entre les uns et les autres, la conversation, c'est irremplaçable. Donc, ouais, je retiendrai ça, la Ok. qualité de cet échange. je pense, alors c'est cool les échanges parce que vraiment, tout ce que tu m'as fait prendre conscience, c'est qu'on parle du sujet de génération de leads, mais waouh, en vérité, à nous trois, mais on est tellement loin des uns des autres. Genre, Oui, On on parle- est dans des univers putain, tu différents. dis là. lead, mais en fait, C'est large. genre, mais je pense que les gens, il faut comprendre que lead, ça peut être tout. Enfin, Exactement. c'est un délire. Et même si j'avais pris que des profils comme Guillaume de Doulid, avec des paniers beaucoup plus importants ou des boîtes déjà structurées, Vanessa qui est très coaching vente, donc en plus même pas, tu vois, ou moi création de contenu, tu vois, tu prends 3 différents, donc tu prends Instagram, LinkedIn. Je pense que même là, on parle de trucs qui sont immensément différents. On se rend pas compte à quel point c'est vaste. Voilà, je retiens ça. Je m'étais pas rendu compte de ça. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Merci Ruben, merci Vanessa, merci Guillaume. C'était un plaisir de vous avoir sur cette émission de CEO Live Talk. Et on se revoit très vite à un prochain événement, une prochaine soirée. Et en attendant, générez des leads, faites des petits, faites du chiffre d'affaires et continuez vos rêves de dirigeants parce qu'on va tous changer le monde, une entreprise à la fois. Merci. Merci, Ciao. Augustin.